La souffrance, parfois, elle est tellement injuste. Mais bon, soit on tape contre les murs, soit on aide la personne qui souffre. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Notre métier, c'est d'accompagner les familles qui font face à la perte d'un proche, d'organiser pour elles les obsèques avec beaucoup de soins, avec beaucoup d'humanité. Et c'est vrai que c'est un métier tellement singulier et tellement chargé parfois qu'on est plus dans la vocation que la normalité. C'est quand même de l'ordre de l'extraordinaire, c'est vrai. T'as peur d'être ton propre client demain ? J'ai pas peur de ma propre mort, j'ai peur de plus voir ce que j'aime et j'ai peur de la mort de ce que j'aime. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast avec Clémentine, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Mon Petit Placement, la fintech qui vous ouvre les portes d'un nouveau monde de l'épargne. Mon Petit Placement, c'est une solution qui rend l'investissement plus simple et plus accessible à tous les épargnants français. Dès 300 €, vous pouvez faire fructifier votre épargne avec une assurance vie ou un PER. Aujourd'hui, Mon Petit Placement, c'est déjà 25 000 clients, dont déjà 2 000 qui sont actionnaires. C'est aussi 160 millions qui sont gérés et c'est surtout 3 partenaires assureurs de confiance qui sont Lapicil, Generali et la France Mutualiste. Bref, si vous souhaitez faire fructifier votre épargne et surtout bénéficier d'un accompagnement humain et personnalisé et avoir toute une pédagogie, vous savez où ça se passe, c'est sur monpetitplacement.fr. N'oubliez pas qu'investir comporte des risques de perte en capital. Encore un grand merci à Mon Petit Placement de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Hier, il pleuvait des cordes. Aujourd'hui, on a un magnifique rayon de soleil et on va parler de mort. Quel plaisir. Comment vas-tu, Clémentine ? Très bien, je suis avec le roi du podcast dans une magnifique maison in memory. Arrête. En plus, elle répond déjà du coup à ma question de on est où là ? Donc on est chez vous. Je ne suis pas le roi du podcast. Je crois que tu es déjà passé chez mon, je vais dire mon mentor, peut-être pas, mais quelqu'un que j'admire en tout cas, qui est Mathieu Stéphanie. Grande dédicace, qui m'a fait l'intro à Gad Elmaleh. Grande dédicace. Donc voilà. Bon, on va parler pas de moi, mais de toi. On va parler de In Memory. Est-ce que tu peux me présenter In Memory et après on va faire un petit tour dans ta tête, promis. Bien sûr, alors In Memory, c'est une société de pompes funèbres qui est présente dans plusieurs grandes villes de France. On est présent à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Rennes et à Nantes. Donc notre métier, c'est d'accompagner les familles qui font face à la perte d'un proche, d'organiser pour elles les obsèques avec beaucoup de soins, avec beaucoup d'humanité. Et je dirais qu'on a deux grandes actions, deux grandes missions. La première, c'est de soulager la famille de toutes les démarches administratives qui sont nombreuses quand on fait face à un décès, pour qu'elle puisse se concentrer sur sa peine et sur l'hommage. Et la deuxième mission, justement, c'est de les aider, de les soutenir, de réaliser avec elles un hommage personnalisé qui ressemble à leurs proches et aussi qui corresponde à leur rite. Du coup, on va en parler. Je pense que c'est un moment hyper délicat. J'aimerais comprendre dans tout ça. Bon, déjà, explique-nous. On a dit on est chez In Memory. Je suis rentré, je t'ai demandé, je ne t'ai pas demandé, j'ai demandé à Anna, grande dédicace, si c'était chez vous. Tu m'as dit non. J'aimerais comprendre pourquoi c'est important d'avoir un lieu qui est magnifique, bon, même si on voit qu'une petite partie en vidéo. C'était très important pour nous. Alors, ça vient d'abord d'une vision que j'ai sur ce métier. Aujourd'hui, jusqu'à présent, ce métier, il a été fait comme un métier de commerçant. Okay. Et nous, on aimerait que ce soit un métier de service à la personne. Voilà, c'est vraiment un métier de service, un métier de soins. Et donc, on l'a traduit aussi dans nos lieux. On est sorti du rez-de-chaussée, on est sorti de la boutique. C'était au rez-de-chaussée ? Ah ouais, okay. En fait, les pompes funèbres traditionnelles, historiques, c'est toujours dans des boutiques. Et ça ne nous semble pas délicat de mettre des gens en deuil derrière une vitrine. Ça ne nous semble pas délicat de les mettre... Tu sais, souvent, il y a plein de plaques funéraires, il y a des fleurs artificielles. C'est triste, c'est une ambiance en fait. de merde. Et du coup, on a voulu changer ces codes-là en créant les maisons in memory. Alors, une maison in memory, qu'est-ce que c'est ? C'est, comme tu le vois, c'est entre les codes du bureau et de la maison. C'est toujours en étage élevé d'un beau bâtiment ancien de la ville. Alors là, on est dans le 16e arrondissement, rue de la Pompe, mais on est aussi cours de Verdun à Bordeaux, rue de la République à Lyon, avenue de Wagram dans le 17e. Et on a souhaité créer une atmosphère apaisante et rassurante. Donc, tu as vu, quand on est rentré, il y avait... un vrai sas avec du papier japonais suspendu. C'est spacieux, j'allais dire. Exactement. Et c'est pas du tout encombré. Et c'est... Alors, après, j'allais dire c'est blanc cassé. Ouais. Est-ce qu'il y avait un côté de faire l'inverse du noir, qui est la couleur du deuil, j'ai l'impression. Un côté de rassurer, de réchauffer. Donc effectivement, c'est pas n'importe quel blanc. Il y a aussi du terracotta, il y a des tapis. Mais tu peux pas mettre full couleur, j'imagine. Non, et puis... En fait, c'est bien la neutralité, la sobriété aussi, pour que... En fait, ce qui est important pour nous, c'est que la famille
dans sa singularité, se sentent bien. Donc, on ne voulait pas aussi un lieu qui les domine, qui est trop, qui est trop marqué. Okay. En fait, tu viens avec ta famille ici et tu te sens comme à la maison. Donc, il fallait une neutralité dans le design qui était très importante pour nous. Et je crois qu'on a eu raison parce que c'est les rendez-vous avec les familles sont du coup, grâce à ces maisons intimes, ça les aide à formuler les souhaits, on comprend bien leurs attentes et à la fin, les obsèques sont à la hauteur de ce qu'elles attendaient. On va parler de plein de choses. J'ai une des questions que je me pose, mais ce sera après, côté business, c'est à quel point c'est scalable. Parce que je crois que tu te considères comme une start-up ou pas? Non, je me considère comme une entreprise. Tu vas m'en parler juste après. J'ai une première question à te poser qui est un peu plus perso. Attends, rien à voir. Ça, c'était ma question que je peux poser quand tu parlais. Est-ce que tu choisis tes habits le matin en fonction de si tu vas devoir accueillir des personnes en deuil? Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais? Ouais, bien sûr. Alors là, aujourd'hui, je porte du rose. C'est pour ça que je t'ai dit plein de couleurs et je regardais ton rose. Avec mes équipes ou avec des partenaires externes, mais je ne vais pas rencontrer une famille en deuil aujourd'hui. Mais quand ça m'arrive, et ça m'arrive très souvent de croiser des familles ou d'être en cérémonie aussi avec mes équipes, on a un dress code approprié qui est à la fois neutre, comme pour nos maisons, sobre et élégant aussi. On est très attaché à l'élégance des équipes. Ça peut être noir lors des cérémonies, surtout si c'est le choix de la famille. Ça peut être aussi un bleu nuit. On est forcément dans des couleurs plutôt foncées. Après, parfois, certaines familles souhaitent que l'audience, les invités portent une couleur. Donc, dans ces cas-là, on met une touche de couleur. On s'adapte aux souhaits de la famille. Et ensuite, nous, dans notre rôle, c'est important d'avoir des couleurs sombres, mais d'être très élégant et lumineux dans l'attitude et ouvert dans le visage pour que chacun vienne nous voir pendant la cérémonie s'il y a un besoin ou s'il faut ajuster des choses en direct. Je pensais au podcast, du coup... que je préparais, etc. avec toi, et je me disais, c'est fou parce que dans tous mes podcasts, je parle d'humain. J'ai vraiment l'impression que là, on est au max du max. Donc, je suis très content de te recevoir. Moi, j'ai surtout besoin de comprendre une chose. D'où ça t'est venu, en fait, de vouloir traiter ce genre de sujet qui, disons-le clairement, pour beaucoup de personnes, est très tabou, quoi. Est-ce que tu as vécu un truc? C'est vrai que c'est encore tabou. En fait, j'ai accompagné une très bonne amie qui a fait face à un deuil difficile et je me suis retrouvée à organiser les obsèques pour elle. Okay. Donc, j'étais en première ligne des opérations, même si ce n'était pas mon deuil. Et c'est comme ça que j'ai pu voir à quel point le parcours des familles ou ce qu'on leur proposait était assez archaïque et déconnecté de leurs attentes. C'est très commercial, tu disais, ou pas? Oui, c'est très souvent, très majoritairement, très commercial. C'est vraiment un métier de commerçant. Tu vois, un exemple qui est assez parlant, je trouve, c'est que chez Pompes Funèbres Générales, qui est un des acteurs historiques du métier, les conseillers proposent aux familles un catalogue de 40 cercueils. Ça n'a pas de sens. Il n'y a personne, là, si on descend dans la rue, qu'on interroge les gens, au moment d'un décès, est-ce que vous voulez qu'on vous propose 40 cercueils? Ce n'est pas une attente, c'est faux. Et en plus, ça complexifie ce choix. Ça peut le culpabiliser aussi, parce qu'évidemment, il y en a un moins cher, il y en a un plus cher. Sûr. Nous, ce qu'on a souhaité là-dessus, c'est vraiment sélectionner ce produit. C'est un produit qui est important pendant les obsèques. Déjà, c'est un produit obligatoire. Et le cercueil, ça doit être digne, ça doit être dans des beaux bois, c'est clair. Mais en fait, les Français, ils choisissent 2 formes dans 99% des cas. Donc, nous, on propose 2 cercueils dans toutes les essences de bois. Et ça apporte beaucoup de soulagement aux familles. Okay. Et du coup, c'est un moment qui est plus doux pendant l'entretien avec la famille. Et ça nous permet aussi d'avoir plus de temps sur, pour moi, ce qui compte vraiment. Quel est votre rite? Qu'est-ce qui va compter pour vous après la cérémonie? Est-ce que vous souhaitez un verre du souvenir? Est-ce que vous souhaitez qu'on confectionne un livret? Est-ce que vous voulez parler pendant la cérémonie? Et ça mérite un temps long en plus. C'est des questions pas forcément faciles. Il y a de l'émotion. Donc voilà, on sélectionne pour soulager sur les objets funéraires et avoir plus le temps sur, pour nous, l'essentiel qui est qui était cette personne pour vous et comment vous voulez rendre hommage. L'humain, quoi. Ouais, l'humain. Il y a d'autres choses dans ça, là, tu parles du choix du cercueil. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que, je sais pas si j'appellerais ça une sorte de commodité dans le cadre du deuil ou du deuil, enfin de l'enterrement, ou des choses qui font aucun sens pour toi, où on devrait pas faire 40 choix, mais juste 2 pour que ça passe très vite, quoi. Écoute, il y a aussi un autre produit qu'on a repensé, c'est le capiton. Alors, le capiton, c'est ce qui enveloppe le cercueil et c'est
c'est le tissu sur lequel repose le défunt. Alors ça, c'est pour les communautés chrétiennes et laïques. Dans la communauté juive et musulmane, il y a aussi le linceul qui est aussi, je trouve, un magnifique rite. Donc évidemment, on s'adapte, mais dans la communauté chrétienne et la communauté laïque, il est fréquent d'avoir ce capiton. Et jusqu'à présent, ce tissu, chez les acteurs concurrents, il est produit en Chine, il a fait le tour de la planète pour arriver jusqu'ici. La matière est très chimique alors que c'est un tissu et que ça touche le corps du défunt. Je trouve aussi qu'il y a trop de choix de couleurs et de motifs et je ne pense pas non plus que ce soit une attente des familles en deuil. Et donc, on a souhaité le faire produire en France et que le tissu soit naturel. Et bien sûr, c'est un combat pour la planète, mais ça a aussi une valeur symbolique. En fait, ça touche le corps du défunt. Donc, pour moi, quand on est sensible à la culture, justement, du soin, à l'éthique du corps, c'est important que la matière soit pure. Ça a été un vrai défi de le faire produire en France, mais on a réussi. Et donc, du coup, on en propose 2 dans des tons très neutres, très élégants. Et les familles sont rassurées de savoir que c'est de la matière 100% naturelle. Voilà, c'est aussi un autre produit qu'on a complètement revu. Et c'est l'idée, c'est quoi? C'est qu'ils passent le moins de temps possible là-dessus et qu'ils passent le plus de temps à organiser. Exactement, c'est de les guider. On sait que la sélection est juste et bonne. Et à chaque fois, d'ailleurs, on l'a conforté. Hein, on a accompagné des centaines et des centaines de familles qui sont très satisfaites en fait, de ce qu'on leur propose. Et après, c'est la magie de notre métier qui opère. C'est vraiment la discussion plus personnelle sur comment est-ce qu'on rend hommage. Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais chez Unibail-Rodamco Westfield, donc qui est un des leaders de l'immobilier commercial, et j'étais directrice marketing du groupe. Donc, quel âge à Memory? T'as quitté quand? Est-ce que t'as quitté du coup Unibail pour monter directement In Memory? Ouais, j'ai vraiment quitté ce super job et cette magnifique carrière pour ce projet coup de cœur et mission. Donc ça a été un vrai choix assez naturel pour moi, mais perçu comme audacieux souvent par mon entourage. Et voilà, c'était une super première période professionnelle, mais je pense que ma place, c'était d'entreprendre. Tu y as passé combien de temps à Unibail? J'y ai passé 8 ans. Quand même? Oui, 8 ans. Et In Memory, tu m'as pas dit ça à quel âge? Ça a 8 ans aussi, puisque ça a été créé en 2016. Bon, je suis né le 8 juin et j'ai 8 ans. Bon, il y a une info qui était fausse. Passons. Non, la question que je me pose... Allez, je vais être cash. Est-ce que tu peux me répondre? Je ne sais pas. T'étais à plus de 100K? Oui, ouais. Pourquoi tu quittes 100K, sachant que je n'ai pas les stats, mais alors je suis pas mal sûr que c'est moins de 2% ou peut-être d'1% des Français qui gagnent ce montant-là. Est-ce que tu t'es dit un jour je vais pouvoir retrouver ce train de vie, gagner 100K en montant ma boîte en fait? La réponse, je pense que c'est une question de moteur et de sécurité. C'est-à-dire que pour moi, l'argent n'est pas mon moteur. Très clairement, donc c'était pas une source de stress. Parce que tu l'as prise pour acquise, la source de revenus, non? Non, parce qu'au départ, je me suis pas payée et que j'ai mis mes économies dans le projet. En plus, j'ai fait le choix de vendre mes actions. J'avais eu la chance d'avoir des actions dans le cadre de mon package en tant que Avant CMO. le rachat par Westfield ou avant le rachat. Et donc j'ai vendu mes actions d'Unibail pour créer une Memory. Alors moi je trouve que c'est une super belle histoire parce que c'est aussi un grand groupe qui aide à la construction d'une entreprise qui va naître. Donc je me suis mis en risque financier. Après, j'étais sereine sur ma capacité à toujours pouvoir trouver un job grâce à mes études, grâce à mon parcours. Donc finalement, la peur maximale liée à l'argent qui est de te dire « Ok, est-ce que c'est OK pour vivre ?» Je ne l'avais pas particulièrement et je me faisais confiance pour trouver une solution s'il fallait la trouver. Et est-ce que cet aspect financier, ça a été un de tes choix, un des aspects de ton choix pour rejoindre Unibail il y a 16 ans? Ouh là là. Non, c'est plutôt des choix de personnes. Et ça, c'est un vrai moteur chez moi. Vas-y, raconte-moi, tu as choisi pour qui bosser en fait? Guillaume Poitrinal, qui était un des CEO emblématiques du groupe et qui a largement participé à son développement. C'était un ancien d'HEC et d'HEC Entrepreneur, qui est une des majeures qui forme à la création d'entreprises que j'ai eu la chance d'intégrer. Donc je l'avais écouté dans ce cadre-là. Et des belles rencontres là-bas, je crois. Ouais, c'est une année qui est très chouette, très pragmatique, les mains dans le cambouis. Et puis on est entouré d'entrepreneurs et j'avais aimé son audace et sa liberté de ton. Et donc, j'avais fait un stage déjà chez lui, au sein de son département le plus proche,
avec une femme extraordinaire qui s'appelle Elisabeth Mathieu, qui était aussi super smart, super libre, super impactante. Et je me suis dit, tiens, j'aime la culture de cette boîte. Okay. Et donc, je suis rentrée pour les personnes plus que pour la le mission. produit. Ouais, exactement. Et c'était un bon choix parce qu'effectivement, pendant 8 ans, j'ai progressé au contact de gens super forts en business, en gestion, très engagés. Et ça m'a bien formée pour la suite. T'aurais pu monter une memory avant, tu crois? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a aidé, je pense, de vivre une eBay avant, notamment sur toute la partie structuration, gestion. Je trouve ça intéressant de voir comment sont les grands groupes à la fin. Alors, c'est un long chemin et c'est pas forcément un objectif d'avoir cette taille-là. Mais bon, on comprend après les organigrammes, les process. Donc, je trouve que ça te permet d'être carré plus tôt. Pas de frustration que ça aille lentement par moment? Je pense que si, parce que pour moi, l'impatience, c'est un grand moteur de l'entrepreneuriat. Et c'est... Tu vois vers quoi je te fais tendre ou toujours pas, Clémentine? Et si l'impatience, c'est quelque chose qui m'habite au quotidien, avec lequel je dois apprendre à naviguer, je suis très impatiente que les obsèques en France changent. Je suis frustrée quand une famille ne fait pas le choix d'In Memory parce qu'elle ne nous connaît pas. Okay. Et c'est une immense impatience. Il faut apprendre à vivre avec ça. C'est pas toujours facile, mais c'est un moteur incroyable. Et pour moi, souvent, c'est un moteur essentiel dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'était un truc que tu as vu ou qu'on t'a renvoyé de manière négative quand tu étais plus jeune, cette impatience? L'impatience, j'ai pas de souvenir. C'est plutôt une lutte intérieure. Ok. Ouais, c'est plutôt mais c'est une une lutte petite intérieure. flamme et c'est un truc que tu chéris aujourd'hui. De toute façon, tout est gris et c'est un méga moteur et il faut apprendre à vivre avec, etc. Mais comme plein de choses dans la vie, donc ça, je suis très apaisée avec ça. Mais ouais, non, c'est plutôt un chemin intérieur, cette impatience. Donc, si je résume là les quelques petites questions que je t'ai posées, est-ce que tu dirais que ces 8 ans chez Unibail t'ont permis de valider aussi, en fait, de prendre conscience aussi de ta valeur et au bout d'un moment... de plus t'écouter, te connaître et te dire là j'ai envie d'allouer mon temps, mon énergie et de créer de la valeur sur d'autres choses. Ça veut pas dire que tu renies Unibail, mais justement Unibail t'a permis de péter moi ce que j'appelle des plafonds de verre et un des premiers c'est de te dire que si ta boîte elle crache demain, tu peux très bien retrouver un job payé 100K. Complètement, et franchement merci à eux parce que c'est grâce à eux que j'ai cassé le premier plafond de verre parce que j'étais directrice marketing du groupe à 27 ans et c'était un groupe du CAC 40, donc c'est ça, tu l'as pas bien dit, ça, juste avant. Ok, directrice de groupe à 27 ans, tu gérais combien de personnes? C'était 150 personnes, c'était dans toute l'Europe et c'était grâce aux 2 CEO successifs pour qui j'ai eu la joie de travailler. Donc, je me suis dit, tiens, ils ont cassé le plafond de verre pour moi et franchement, j'ai grave assuré. Donc, pourquoi pas en casser un autre? Et du coup, j'ai entrepris. Donc là, je te titille, s'il y a de tes employés qui, dans 2-3 ans, veulent monter une boîte alors que c'est des super éléments. Comment tu le sens? Je suis à fond en soutien. Ouais. Et je travaille, j'ai la joie de travailler avec Anna Seba, qui avait une super belle carrière chez Havas et qui travaillait notamment pour Michel Bétan, qui est un des grands patrons de Havas. Et je crois que c'était une relation hyper épanouissante professionnellement, un vrai mentor. Et quand Anna a dit à Michel, je pense rejoindre In Memory, Michel l'a soutenue et je pense que je trouve que c'est dingue en fait. Enfin, c'est dingue l'audace qu'elle a eue et c'est dingue aussi son intelligence à lui. Et donc, je saurais être ça pour ceux avec qui je travaille. Je pense que c'est très important. Et puis aussi, on se retrouve dans la vie en fait. Je pense qu'on vit des choses fortes, on se lance la balle, on construit différemment. D'ailleurs, on a la chance de travailler avec Michel et avec Havas grâce à Anna. Enfin, donc, ça fait plein d'autres belles histoires. Et je suis très attachée, moi, à ces ponts-là dans la vie. Bon, déjà, désolé, j'entends des bruits qui tapent, des sirènes, que les gens comprennent. On est en plein Paris, entre 2 rues. Donc, il y a des sirènes. Ouais. Deuxième élément, on va faire comme si Anna n'était pas là. Je vais te poser la question, pourquoi tu crois qu'elle t'a rejoint? Et la question, je vais la diriger. L'argent, la mission de la boîte, l'humain ou son poste?
Je pense pour un moteur qu'elle a qui est très unique, c'est l'impact au sens du service public. Ok. En fait, Anna, elle a 2 casquettes incroyables. Elle avait cette super belle carrière chez Avast, donc des talents de communication, d'impact, de faire connaître les missions, les équipes, les boîtes. Et puis, elle est aussi élue dans le 16e arrondissement. Mais non. Donc, ça veut dire qu'elle elle a été sur les marchés, elle a écrit un programme, elle a défendu des idées. Et puis, en plus, moi, je suis très attachée à la politique locale parce que c'est souvent de la politique de bon sens. Et je crois qu'avec In Memory, ça permet de concilier les deux. En tout cas, c'est ce qu'elle fait très bien. On est société à mission, on est société de pompes funèbres. Donc, la société doit être viable, il faut qu'on communique, il faut qu'on soit connu. Voilà, on a toutes ces injonctions business, bien sûr, et il faut qu'on soit fort là-dessus. Mais on a aussi une posture haute, un point de vue haut sur la société, sur la fin de vie. Et ça, c'est elle qui le développe et qui le nourrit. La prochaine action qu'on réalise, c'est une exposition qui s'appelle Les Passeurs dans le 17e arrondissement. Ok. J'en parle 2 minutes parce que pour moi, c'est vraiment notre mission. Alors, rapproche bien le micro de toi. Notre mission à 300%. Ouais. C'est une exposition sur les passeurs. Alors, les passeurs, c'est tous ceux qui, comme In Memory, sont là au moment de la fin de la vie et aident les familles à passer ces derniers instants, à passer ce temps de l'adieu et à vivre le deuil. Et en fait, avant In Memory, il y a plein d'acteurs. Il y a les EHPAD, il y a les hôpitaux, il y a les maisons de santé, il y a les soins palliatifs. Ok. Au moment du décès, il y a les agents d'état civil, il y a les agents de cimetière. Et puis après, bien sûr, il y a tous les bénévoles d'accompagnement au deuil. Donc en fait, on est une grande chaîne qui est pas forcément visible, mais qui est tellement là et qui se tient tellement la main, avec plein d'acteurs engagés dans l'ombre. Et on leur doit tellement. Enfin, je veux dire, ils prennent soin de nos anciens. Ils prennent soin de nos maladies incurables. Ils prennent soin de nos deuils quand on est seul. Et on les met en lumière. Donc, il va y avoir, en fait, 12 portraits le long du square des Batignolles. Et chaque portrait, c'est une photo d'un passeur avec son témoignage. Ok. Ils sont sur un fond orange parce que c'est des gens qui ont une lumière incroyable dans le cœur, dans la tête. Et ça se voit, ça crève l'écran. Et donc, on met en avant tout leur métier. Et ça, ça c'est du service public en puissance. Et d'ailleurs, c'est avec la mairie du 17e qu'on le fait, comme on l'a fait avec la mairie de Bordeaux. C'est pas si fréquent d'arriver à avoir des projets à impact entre le privé et le public. Et pour moi, c'est bien qu'on est sur un sujet de fond qui compte. Et vous n'êtes pas une asso, hein, disons-le. Ouais, on est une société, on est une SAS qui est nécessaire pour avoir les habilitations aussi par la préfecture en tant que pompe funèbre. Ok. Et on est société à mission, donc on a inscrit dans nos statuts que l'atteinte de notre mission était aussi importante que l'atteinte de nos objectifs économiques. On va rentrer sur le business. Bon, déjà, je note une chose, je t'ai quand même parlé d'humain, de mission, de poste et d'argent. Bon, clairement, je crois que c'était pas l'argent. Par contre, tu ne m'as pas parlé de toi. Et je pense que c'est peut-être de l'humilité que tu as, mais je suis pas mal sûr qu'elle a rejoint quelqu'un qui porte ce projet. Tu l'as fondée toute seule, cette société? Ah oui. Ouais. Oui. En fait, je suis obligé de t'en parler. Hier, j'ai regardé Je verrai toujours vos visages. Je sais pas si tu l'as vu, ce film. Non. C'est magnifique. Et il m'a fait penser à Police, puis après, il m'a fait penser à Les Chatouilles. Bref, plein de films qui sont hyper durs. J'ai versé ma larmichette, évidemment, mais qui, depuis quelques années, je comprends que j'ai une sorte de sensibilité vis-à-vis de tout ça et que je veux faire tous mes métiers, tous mes jobs, tout ce que je veux faire sera pour de l'humain. La question que je te pose, c'est à quel moment l'humain est devenu partie intégrante. Là, tu me parles avec des étoiles dans les yeux et tu me dis c'est magnifique de pouvoir mettre à l'honneur ces personnes-là. Est-ce que ça vient juste de ce décès où tu as accompagné ton ami qui a perdu un proche, ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Est-ce que tu revois d'autres choses? Tu as raison, c'est une personnalité aussi, et ça, c'est valable pour tous les membres de l'équipe In Memory. Il y a eu ce vécu, et puis il y a aussi ma personnalité de soignante, d'être utile quand quelqu'un souffre. Moi, j'ai vachement besoin d'être dans l'action. Je suis plutôt en recherche de discussions en vérité, et dans les moments de grande sensibilité, les masques tombent et on est tout de suite sur cette fréquence. Je sais pas comment le dire, mais nos familles, elles sont magnifiques. Il y a de la vulnérabilité, c'est difficile, on se dit les choses, on essaie de se comprendre pour que ce soit exactement ce qu'elles souhaitaient. On forme une équipe ultra solidaire. On a 6 jours, ça c'est la loi en France, on a 6 jours pour enterrer un proche. Donc
on crée comme une petite équipe, pour que cet événement-là ait lieu et que les rites puissent être performatifs. Moi, le rite, je pense qu'il est performatif, c'est-à-dire il a été conçu par l'humain pour nous permettre de réaliser des symboles qui fleurissent ensuite sur le chemin de la vie. Je crois beaucoup ça avec les rites funéraires. Tu vois, pourquoi on se rassemble, l'adieu, les rites liés à la nourriture, à la mémoire, tous ces temps-là, c'est pour moi la grande intelligence de l'humain de savoir les faire exister pour survivre à la perte d'un proche, pour accepter d'une certaine manière cette finitude et pour continuer à faire corps ensemble. Et en fait, en 6 jours, avec des gens qu'on ne connaissait pas, c'est ça qu'on fait ensemble. C'est humain, ça. Ça, c'est dingue. C'est humain, c'est normal. Je ne vais pas dire c'est humain. C'est normal, c'est clairement humain, mais est-ce que c'est normal que des gens presque, je ne vais pas dire qu'ils ne se connaissent pas ou qui même viennent travailler pour gagner de l'argent et subvenir à leurs besoins, pendant 6 jours vont allouer leur temps, leurs émotions, leur énergie à accompagner quelqu'un qui est dans un deuil? Quand on est dans le soin, qu'on recherche les relations de vérité, que l'empathie, c'est quelque chose qu'on respire naturellement, oui, c'est normal, mais c'est même plus, je dirais, de l'ordre d'une vocation, c'est évident, plus que normal. Donc ça, c'est un truc que tu essayes de voir à chaque fois en recrutement? Ouais, carrément. Ok. Et c'est vrai que c'est un métier tellement singulier et tellement chargé parfois qu'on est plus dans la vocation que la normalité. Donc c'est quand même de l'ordre de l'extraordinaire, c'est vrai. Mais quand c'est ta mission, tu vois, on assiste à des cérémonies et quand on entend des proches parler, voilà, nos cœurs aussi peuvent se briser à l'intérieur. Je veux dire, on est très ému, il faut apprendre à faire circuler cette émotion. Mais tous les jours, l'énergie, elle est renouvelée parce que c'est notre vocation. Tu t'autorises à laisser paraître des émotions ou au contraire Oui, alors en retrait, pas quand la famille est là. Nous, on est soutenant, on est à notre place. Voilà, on est un pilier. Et ça, c'est notre rôle premier. Après une cérémonie ou discrètement pendant une cérémonie, qu'on ait quelques larmes dans les yeux, oui, heureusement, parce qu'il faut que ça circule. Et les larmes sont autorisées chez In Memory. C'est une chance, je pense, parce que c'est vrai que, vous savez, l'entreprise tu sais, par exemple, mais l'entreprise avec les émotions, c'est pas toujours simple. Mais même la vie privée, et la vie privée aussi, t'as raison. Même il y a combien de potes je peux parler de moi, mais je sais qu'il y a plein, et d'ailleurs, je pense que c'est la plupart des gens qui n'ont pas cette empathie, qui vont vouloir fuir quelqu'un qui pleure, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Exactement, et c'est plus qu'ils sont gênés. Exactement. Et ils comprennent, et ils sont en empathie, et ils sont tristes sans doute pour l'autre, mais et en fait, souvent, c'est pas grave de rien faire. Et par exemple, l'écoute active, quand on fait face à la souffrance, simplement l'écouter sans rien dire, c'est lui faire du bien. Et on pourrait dire il n'y a rien à faire. En fait, l'écoute active, c'est un vrai engagement du corps et de la concentration, mais parfois, on se dit, on a une injonction de donner des conseils. Souvent, d'ailleurs, c'est pas le moment quand quelqu'un souffre. Bien sûr. Et simplement, un beau silence, c'est un immense cadeau. Et c'est pareil avec les larmes, et aussi il y a le toucher qui peut prendre le relais, si l'autre est à l'aise, si on s'en sent à l'aise. Mais voilà, serrer une épaule, se prendre dans les bras, c'est le regard, c'est des grandes réponses en fait à ça. Ça suffit et ça fait du bien. Et moi, je pense que les larmes, c'est un don de l'esprit. C'est que le corps se nettoie, l'esprit se nettoie, il y a quelque chose qui arrive à sortir. C'est important de les accueillir et surtout de les laisser couler jusqu'au bout pour qu'ensuite, quelque chose d'autre puisse se passer en termes d'énergie. Bon, tu parles d'écoute active. Promets-moi de regarder ce film. Je verrai toujours vos visages. Marche, ouais. Et c'est la première scène. Tu la la verras. Ouais, c'est magnifique. J'ai une dernière question là-dessus. Est-ce que... je sais pas comment la formuler. Déjà, il y a des scènes où vous êtes ensemble, même employés, et que vous allez pleurer ensemble. C'est un peu une question que je te pose. Et la deuxième, c'est est-ce que ces choses-là, c'est accepter et exprimer tes émotions, est-ce qu'à titre perso, tu as appris à faire ça ou tu savais déjà le faire? C'est mélangé. Alors la première question, oui, je te le disais, les larmes sont autorisées. Donc tu vois, quand une personne rentre de cérémonie, on sait que ça a été un temps chargé, 3-4 heures avec la famille. Donc
On fait attention à ce que on prend un café, Un petit sas de décompression. voilà, on est sensible à ce retour-là des cérémonies. Et d'ailleurs, dans nos bureaux, on rentre par la cuisine. Ah ouais, c'est intéressant. Parce que du coup, tu te poses, tu as toujours quelqu'un qui est là, tu prends ton café et ça permet le débrief spontané, qui est assez puissant aussi. Bien sûr, on se voit entre managers, dans les équipes, comment ça va, on se check, mais c'est complémentaire en tout cas de ce débrief à chaud. Et c'est pour ça qu'on rentre par la cuisine et le café, c'est un super moyen justement de raconter, d'exprimer ce qu'on ressent. Moi, j'ai plutôt dû apprendre à exprimer mes émotions. Je pense que j'ai une nature résiliente. Alors ça fait écho au chemin du deuil, qui est un chemin de résilience. Bien C'est sûr. une immense résilience que d'être en deuil. Donc voilà, il y a une résilience aussi dans l'entrepreneuriat. Donc c'est quelque chose qui m'a été utile et bénéfique. Mais quand on est très résilient, parfois on peut oublier d'exprimer ses propres émotions. Donc, c'est quelque Ou chose même de que j'ai les accepter, en fait, de se dire que... Ouais, ou de les identifier, tu as raison. Ok. D'abord de les identifier et du coup après de les exprimer. Mais c'est plutôt ce travail-là que j'ai eu à faire. Donc, dédicace à tes équipes. Ouais. T'en as un peu aidé, j'imagine. Non, mais je dis ça parce qu'on ne naît pas... Mince, j'ai pas le terme. Comment tu dirais quelqu'un qui fait des pompes funèbres? On ne naît pas... Accompagnant funéraire. Alors chez nous, on dit accompagnant funéraire. Ok. Voilà. Et dans le Donc, vieux jargon des pompes... conseiller. Ouais. Commercial. Voilà. Payé aux variables du cercueil. Ouais, c'est le cas chez les je- autres. Je veux parler de business très rapidement. Tu as levé des fonds. Oui. Est-ce que tu es une start-up? Est-ce que ton modèle, alors que tu as dit que c'était une... Entreprise. Non, mais même avant, et tu m'as dit ici, on est un peu une agence, tu disais? Là, on est dans une maison in memory. Alors ça, c'est comme ça qu'on appelle nos agences de pompes funèbres. Ok. Mais ça définit simplement les lieux dans lesquels on reçoit les Non, familles. mais, ok, parce que je t'embête, mais je sais très bien que les VC, pour y avoir fait un petit bout de chemin, tout ce qui est modèle agence est non scalable et next, on financera pas. Mhm. Comment tu as réussi à les convaincre? Et est-ce que tu as dû les convaincre? Si tu peux me faire ton petit passage de 0 to 1, Ouais. ou est-ce que tu as été obligé d'aller choper des fonds pour réaliser le premier deuil, ou est-ce que tu as pu Alors, utiliser tes économies? À l'origine, Memory, ça a commencé par un service d'hommage en ligne. Avant de devenir pompe funèbre, le service que j'ai proposé aux familles en deuil, c'est un espace dédié aux défunts. D'abord pour faciliter la transmission des informations sur les obsèques à tous ceux qui sont concernés, parce que Ok. on est dans l'urgence, donc c'est toujours une communication laborieuse. Donc là, on la facilite énormément. Et ensuite, toutes les personnes qui ont connu la personne décédée peuvent s'exprimer, raconter un souvenir, un mot, des photos. D'où le in memory. Exactement, d'où le in memory. Et à la fin, c'est magnifique ce que les communautés en font, les gens en font, parce que c'est vraiment une mosaïque de la vie de la personne. La singularité de la vie est hyper palpable et ça a une valeur immense pour les familles. Et donc, c'est d'abord comme ça que j'ai rendu hommage, enfin, que j'ai participé à l'hommage. Et puis, du coup, on avait une équipe d'assistance téléphonique pour aider nos grands-pères, nos grands-mères à utiliser le service numérique aussi, pour lutter contre la fracture numérique, s'assurer que tout le monde avait accès au service. Ok. Donc, depuis toujours, on a écouté des personnes en deuil. Et ça, c'est toujours ce qui m'a guidée dans ma vision et ce que je devais proposer. Et donc, on a écouté des dizaines de milliers de personnes qui faisaient face au décès. Et là, on a entendu beaucoup de témoignages qui disaient « Oh là là, j'ai les obsèques, je suis stressée, il y a plein de choses à faire d'un point de vue administratif, ça coûte cher, j'ai une charge financière, ça me stresse. » Et parfois, à la fin, une déception. Voilà, quand c'est une cérémonie laïque, que le crématorium, il est à 1 heure de la ville, que le célébrant, il n'avait pas vraiment préparé ce qu'il allait dire. Ben, en fait, moi, ça me met en colère et ça abîme quand même. Et donc, à un moment, ça m'a remise en marche. Je me suis dit, j'avais pas prévu d'être pompe funèbre, mais je me suis dit, je peux pas laisser ça, il faut agir. J'avais l'impression d'abandonner mes familles si je faisais rien. Et donc, c'est de ces témoignages que j'ai osé devenir pompe funèbre. Ça a été une décision difficile. Je pense que c'était sain que ce soit difficile parce que c'est pas un sujet qui est neutre. Bien sûr. Donc, évidemment, je me suis projetée dans, il va falloir réaliser des toilettes mortuaires. Prend soin du corps des défunts. On s'occupe des morts des familles. On va accueillir la douleur chez nous, dans nos lieux. Bien C'est sûr. pas la même chose qu'en ligne. Et qu'est-ce que ça va être, ça, au quotidien? Est-ce qu'il va y avoir de la vitalité et une forme de joie, malgré tout? T'as eu peur? Ouais, j'ai eu hyper peur.
Ok. Et j'étais tétanisée. Ça m'a presque alitée pendant un mois. Enfin, c'était Ah oui, à ce une point, ok. décision hyper difficile à prendre. Mais ça te rongeait de l'intérieur, c'était une mission que tu voulais porter en fait? En fait, oui, te et devais. j'avais peur. Donc, j'arrivais pas à démêler, tu vois. Je me disais, il faut que ça existe. J'avais plutôt l'injonction, il faut que ça existe. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Ça peut pas durer comme ça. La peur, juste, hein, c'était la peur que ça t'atteigne toi et que ça potentiellement même te détruise ou autre? Ou est-ce que c'était la peur de ne toi pas être à la hauteur? C'était la peur de qu'est-ce que ça fait la mort au quotidien dans la vie. C'était par rapport à moi-même, par rapport à mes équipes, dans quoi je nous embarque. Ok. C'était cette peur-là. Et qu'est-ce qui t'a convaincu? en fait, j'ai pas décidé, j'ai fait confiance au chemin. Et à un Ok. moment, je me suis dit, bon, bah, on dit oui, et puis on verra bien. C'est pas le meilleur apprentissage, ça, de se mettre en action avant d'intellectualiser par Si, moment? ouais, t'as raison. En fait, je pense qu'avant l'action, c'est difficile, et quand l'action démarre, tout change. Et d'ailleurs, tout a changé tout de suite. Et c'est instantanément devenu un métier vocation, avec la reconnaissance des familles. Enfin, je me suis sentie à ma place, j'ai senti qu'on était à notre place, et que que c'était utile, rassurant qu'on existe. Ok. Donc avec une forme de bien-être aussi liée à cette mission-là, et la peur est partie. Ça a dépassé, j'allais dire, justement, tes attentes, parce qu'au-delà de la peur, tu peux ne plus avoir peur et continuer à faire quelque chose. Mhm. Là, j'ai l'impression que ça t'a rempli de bonheur ou de sens. Est-ce que les deux sont liés? Je ne sais pas. C'est ma place. Dans la société, ouais, c'est ta mission de vie? Ouais, exactement. Ok. Et du coup, je sais pas si c'est bonheur ou sens, mais je me vois nulle part ailleurs, et je me sens pleinement à ma place. Ça, c'est ça ce que je ressens. C'est quoi la métrique que tu regardes au quotidien en tant que CEO? C'est vraiment le nombre de familles qui nous ont croisés sur leur chemin. C'est-à-dire, vraiment, moi, quand j'entends que parfois une famille ne sait pas qu'on existe et qu'elle est allée dans une autre agence où je sais que c'est pas OK, trop commercial et trop abîmé, je suis en colère, ça Tu ne dis me qu'il y a va du pas. taf à faire sur le marketing. Exactement, je me dis j'ai du boulot, et puis en fait je leur souhaite d'être avec mes équipes. Mes équipes, Ouais. c'est des héros, ils sont extraordinaires. Ils passent le temps. D'abord, il y a toutes les étapes d'organisation, il y a un autre rendez-vous avec la famille pour bien tout caler. On est hyper proactif pendant la cérémonie. Micro. On Pas orchestre tout, on s'assure que tout est parfait, les durées de cérémonie, les fleurs. On est respectueux de l'officiant religieux, on célèbre avec vraiment beaucoup d'engagement, beaucoup de cœur. Enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit, quoi. Ça n'a rien à voir. Et c'est important parce que ces obsèques, là, ce temps-là, à la fin, ça impacte le deuil, donc toute la vie. Parce que on ne fait pas son deuil, on vit avec. Et il y a des temps différents sur le chemin du deuil, mais on ne fait pas son deuil. Il n'y a pas un moment où c'est OK d'avoir perdu quelqu'un, où on n'y pense plus. Il faut faire attention à cette expression. Moi, je pense qu'elle est... C'est quoi, c'est faire ou accepter, du coup? C'est vivre avec. Vivre avec? C'est vivre avec. Parce qu'il y en a qui vivent dans le déni, du coup. En tout cas, c'est vivre avec. D'abord, dans les premiers temps, avec parfois de la colère, une immense tristesse, une forme de dépression, mais aussi après avec, une forme d'acceptation. On apprend à naviguer avec ça. Et puis après, il y a le souvenir, le temps de la mémoire. Et voilà, et tous nos morts qui sont dans nos têtes et dont on parle. Et ça, on le fait tous, finalement. On est d'accord que c'est censé être du one time. Il n'y a pas de taux de repeat. Je te dis un peu là-dessus. Non, bien sûr que non. Après, il y a beaucoup de bouche à oreille. Ok. Comme c'est un moment très sensible, les gens s'en parlent. Si tu as un souvenir positif. En fait, tu as perdu quelqu'un, tu as traversé ça. Bon, déjà, ça t'a évidemment marqué. Et si tu as un ami qui traverse ça, tu vas le confier à des personnes de qualité. Enfin, ça compte. Donc, du coup, tu prends ton téléphone et tu lui dis écoute, tu peux faire confiance à une memory. Et ça, c'est dans 2/3 des cas la façon dont les familles nous trouvent. Évidemment, on fait le job sur Google, on achète quelques mots-clés pour que les gens puissent déjà, quand on a entendu parler d'InMemory, nous retrouver. Mais c'est une infime partie de la façon dont les gens nous identifient. Ok. Tu t'avais levé avant ce pivot, avant de commencer à Oui, vraiment j'avais fait faire une première confiance? levée avec Partech, Ok. donc du coup, qui est un VC spécialisé dans la tech pour le service d'hommage en ligne. Et ensuite, la dernière levée, on l'a réalisée avec Euraseo, donc qui est un acteur Deux que tu petits connais, et fonds.
qui est entre Vici et aussi économie traditionnelle. Et nous, avec les pompes funèbres, on est plus dans l'économie traditionnelle. Ah, donc tu as levé via un fonds de PE plutôt Non, c'est ça reste quand la même fonds pas de private start-up. equity parce qu'on était plus jeunes. Et ça, Ok. private equity, c'est quand on est plus mature. Ce métier est très connu de ce secteur du private equity, mais là, c'était avec un autre fonds. Ok. Donc, et excuse-moi, j'ai oublié, c'était juste avant, donc le pivot, avant de commencer à faire des pompes funèbres. C'était C'est pour lancer l'activité. Il y a eu la première Ok. levée pour le service dommage et la Et ensuite, deuxième la pour deuxième lancer avec le l'activité. Ok. Donc voilà, c'était un montant de 20 millions d'euros pour Et- notamment ouvrir toutes nos maisons in memory, tu vois, les dépenses en fait qui sont liées au démarrage d'une activité et à l'ouverture de lieux physiques. Est-ce qu'il y aura d'autres levées dans ce cas-là? C'est pas sûr, non. Non, c'est pas Ouais, sûr. ouais, ouais. Enfin, Parce que c'est tu pas... peux croître de manière aussi. En fait, la viabilité est atteignable, c'est sain. Moi, ça compte beaucoup pour moi en tant que gestionnaire parce que je pense que quand on a une mission importante, c'est important d'être indépendant financièrement. Mhm. C'est comme ça qu'on protège ses valeurs. Donc du coup, c'est mon objectif prioritaire, c'est que ce soit viable, que ce soit sain, pour ensuite décider éventuellement s'il y a un partenaire financier qui peut nous aider à faire en sorte qu'on se développe et que les obsèques de France changent encore plus vite. Ça, pourquoi pas. Mais sinon, c'est pas nécessaire. C'est ton ambition, ça? Faire changer tout le marché? Ouais, vraiment. C'est créer un nouveau standard, c'est rappeler à chacun que voilà, des obsèques avec soin, avec humanité, avec le sens du détail, c'est possible. C'est voilà, réveiller les Français là-dessus pour que ce standard change. Si on va dans la rue là et qu'on va, j'ai plus les noms, mais tu peux parler de tous les mauvais compétiteurs, vas-y, balance. Mais tu vois, bref, les magasins dans la rue, combien de temps, combien d'argent je vais devoir dépenser avant d'enterrer mon proche? Au moment quand tu organises les obsèques, tu veux dire, alors Ouais. le Et après, panier n'hésite pas à moyen en comparer France, avec une mémoire. le panier moyen en France, c'est 5 000 euros. Ok. C'est la moyenne, hein, donc ça va aussi fréquemment au-delà. C'est pour ça que c'est une charge importante financièrement, évidemment, parce que c'est parfois pas prévu, pas anticipé. Parfois, on est dans le déni, donc on ne s'organise pas toujours. Donc, c'est beaucoup d'argent. Alors, nous, quand on a pensé nos prix, on a pensé de deux manières à nos prix. D'abord, on s'est dit, est-ce que les prix pratiqués sont justes? Est-ce que je suis à l'aise avec la marge? Est-ce que je pourrais la communiquer? Et là, notamment sur les prestations funéraires, on a revu les prix à la baisse parce que pour moi, les marges étaient excessives. Ok. Je reprends l'exemple du cercueil dont on parlait tout à l'heure. Chez Pompes Funèbres Générales, c'est 2 500 euros. Ils appliquent là-dessus une marge qui est supérieure à celle du luxe. Ah ouais, attends, le luxe, c'est pas genre du 60% ou... C'est plus que du 60%. Oh shit, ok. Et alors que c'est un produit qu'on est obligé d'acheter, c'est un produit légal. Hein. On ne peut pas organiser des obsèques en France sans cercueil, c'est la loi. Ok. Donc c'est pas possible. C'est une commodité. C'est un produit de première nécessité, Mm. ça ne peut pas être ces niveaux de marge. Donc là-dessus, on s'est dit, ça c'est pas OK en fait. On peut pas. Voilà, moi l'entrepreneur, par rapport à mes valeurs, les prix, ça dit quelque chose. Donc nous, on est à 1 000 euros en moyenne. Donc ça, c'est un écart énorme. Et je suis en ligne avec les marges moyennes du service à la personne. C'est combien? C'est à peu près 30-40%. Donc c'est 2 à 3 fois moins cher. Voilà, exactement. Ok. Et ensuite, ça, c'est une première analyse. Et la deuxième analyse, c'est la notion de valeur. C'est quand tu payes, est-ce qu'il y a la valeur en face? Pour moi, sur le pricing des obsèques, il y avait deux sujets. Il y avait des prix qui étaient du vol. Et il y avait aussi, mais où est passé l'argent? Finalement, j'ai mis 5 000 euros, mais pourquoi? Parfois, on dépense beaucoup d'argent, mais on sait pourquoi. Et ça a pu nous procurer de la satisfaction. C'est possible aussi. Donc là, c'est de la transparence que tu as mis. C'est de la transparence et de la valeur. Par exemple, pour les cérémonies chrétiennes et laïques, on fait toujours des livrets de cérémonie. Alors, c'est un panier moyen qui est entre 50 et 200 euros. Mais il y a une immense valeur à ce qu'est ces livrets pour ces communautés. En fait, en 5 jours, il n'y a personne qui a le temps de faire un petit livret, de copier-coller les textes. En fait, la fracture numérique, elle est importante. Ensuite, il faut aller chez l'imprimeur. Mais finalement, c'est les textes choisis par la famille. Soit des textes religieux, soit des textes personnels. Il y a les chants, etc. C'est ça qui compte. C'est tellement mieux quand tu arrives à une cérémonie et qu'il y a ces livrets. Et pourquoi aussi c'est important? Parce que les cérémonies d'obsèques, c'est un moment mixte. On reçoit tout le monde. On reçoit les gens de la communauté religieuse en question, mais tout le monde vient dire adieu. Et c'est chouette, ça. C'est vraiment du partage et c'est du être ensemble. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, sur les livrets de cérémonie, pour les cérémonies catholiques, on a mis un sommaire en disant les titres des rites et tout ce qui allait se passer. Donc, par exemple, rite de la lumière, rite de la parole. On ne fait jamais
d'abréviation. Par exemple, il y a une prière qui s'appelle l'Agnus Dei. On met les 4 lignes de la prière. On ne met pas juste le titre comme si tout le monde la connaissait. Ok. Donc au départ, les prêtres, ils m'ont dit « Ah bon, mais vous mettez un sommaire, c'est étonnant, on n'a jamais vu ça. » Je me suis dit « Bah oui, parce qu'en fait, là, on accueille. Et les gens, ils sont là pour participer. Franchement, ils sont là pour dire adieu, participer, parfois de manière intérieure, chacun avec ses croyances. Mais il y a quand même une forme de communion qui est en jeu. Ils sont pas Et je crois passifs, qu'on a raison, parce qu'à la fin, le groupe a fait plus corps ensemble. Et sur la marche, tu me disais, donc du coup, en fait, tu marches beaucoup sur du service, du coup, tu dirais, toi? C'est votre service qui est beaucoup plus tailor-made. C'est ça, en fait, sur les prestations funéraires, on est à 30% moins cher. Et ensuite, on a des lignes au choix de la famille supplémentaires sur un devis, mais qui apportent une vraie valeur pour elle. Par Ok. exemple, on s'est aussi organisé tout un verre du souvenir pour une famille. Un quoi? Un verre du souvenir. Donc, c'est Ah oui, par oui, exemple, tu l'as dit tout à l'heure, ok, boire un pot. boire un pot, ok. c'est un moment, moi, que j'adore parce que c'est un moment très chaleureux. La nature humaine est incroyable parce que tu sors de la cérémonie. Ça a été parfois si triste. Et après, tu as cette chaleur humaine Je veux qui dire, je suis s'invite. sûr qu'il y a des rires ou. Ah, mais c'est dingue. C'est beaucoup plus chaleureux qu'un mariage, vraiment. On l'a vécu, hein, mais il faut le voir pour le croire. C'est dingue. C'est les moments de plus grande chaleur. Donc, c'est bon quand ça existe. Ça fait du bien. Sauf qu'en fait, les endeuillés sont fatigués. Parfois, ils ont accompagné pendant 1 an une maladie. Et puis, il faut recevoir les gens chez soi. En fait, c'est difficile. Donc, soit on le fait pas, soit on le fait dans la difficulté. Donc ça, c'est un service qu'on propose. Et je pense que c'est une vraie valeur pour la famille. Si on lui dit, est-ce que vous voulez qu'on organise un traiteur chez vous? Est-ce que vous voulez qu'on loue un petit resto et puis on s'occupe de tout et vous arrivez et puis c'est souvent très simple, hein, mais il y a de quoi boire un verre et manger quelque chose et c'est important que ça ait lieu. Ça, c'est j'allais dire, c'est l'aparté du podcast. C'est quoi les pires dingueries que tu as eues dans des deuils? Quand je dis dinguerie, ça peut être positif comme négatif. Et écoute, vraiment, je ne peux pas te répondre parce qu'il y a un truc très important dans notre métier, c'est mais le comme secret. ceux du soin, non, c'est une posture de non-jugement. Ok. En fait, tout est OK pour nous. Ce qui fait partie de l'écoute active aussi. Exactement. En fait, on aime les rites. Déjà, on les aime, tous les rites. Du coup, on est toujours connecté en fait à la communauté en question, qu'elle soit laïque ou religieuse. Mhm. Et puis, Il n'y a rien qui t'a surpris, il n'y a personne. Moi, je pense à un truc tout con. Je fais un peu de stand-up. J'ai enterré ma grand-mère il y a bientôt 1 an. Je suis sorti de là. J'ai dit, donc c'était avec mon père, je vois très bien. Tout ce que tu me racontes, mon père a dû le gérer, etc. C'est le mec, entre guillemets, de la famille. Je lui dis, mais j'ai un sketch de 1 heure à faire sur ces rites, quoi. Je trouvais ça très, très drôle. Après, j'étais dans un cadre. Du coup, ma question est la suivante. Il n'y a personne qui a essayé de faire des blagues. Alors, le rire, c'est important aux obsèques. Ça peut être une thérapie aussi. Il y a du rire dans les verres du souvenir. On se rappelle des bons moments. Ce qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas de cynisme. Il n'y a pas de blague. Alors, chez nous, le cynisme est interdit. Ok. Ça, c'est quelque chose... J'avoue, ça aurait été très cynique. Tu vois. Je vais éviter. Donc ça, non. Ça, c'est pas OK. En revanche, de se rappeler un bon souvenir, de rire, comme les larmes, le rire, c'est une façon d'externaliser. Et donc, évidemment que ça a sa place. Okay. Mais tu vois, par exemple, nous, on se dit plutôt comment on fait cette demande. Il y a une famille qui nous dit un jour, en fait, on ne peut pas voir un cercueil, c'est trop dur pour nous. C'est refus d'obstacle, Okay. on ne peut pas le voir. Alors du coup, il faut être innovant, il faut créer, parce que le cercueil, il est obligatoire, et puis dans le rite, il fallait qu'il soit présent aussi. Tu vois, il y a une confrontation entre le besoin de la famille et ce qui va se passer. Et du coup, ce qu'on a fait, on a recouvert le cercueil de verdure et de végétation parce que c'était quelqu'un qui marchait beaucoup en forêt. D'accord. Ça nous a pris, je sais pas, 15 heures, ces types, parce que c'est grand un cercueil en fait. Donc du coup, de le recouvrir, c'était vraiment un bout de forêt qui était là. Ok. Et puis du vous coup, vouliez bien le faire aussi. pour reprendre ton mot, c'est dingue en fait d'avoir fait ça. C'est dingue d'avoir conçu ça. Mais nous, notre seul thermomètre, c'est comment la famille se sent et est-ce que du coup, elle a pu voir ce cercueil. Et on est tout de suite dans le comment. Il y a des choses qui, par moment, tu vois, il y a des petits détails en tant qu'organisatrice que tu vois qui t'irritent, ou tu te dis, mince, ça se passe pas comme prévu. Mais on va pas se mentir, la plupart des gens sont dans un deuil et n'ont pas les yeux que tu as à l'instant T. Et donc, Alors, ils sont quand même contents, mais toi, ça altère ton... Exactement. C'est-à-dire, quand on est patronne d'une société de service, ça, c'est un quotidien. On voit tout pour que tout progresse et que tout soit parfait. On
on est très concentré là-dessus. Donc moi, je suis une perfectionniste des cérémonies. Ça doit être parfait. Donc ça, je veille à ça. Il y a des choses à la marge que je modifie. Par exemple, l'agencement d'une composition florale. Enfin, si tu veux, il y a 10 manières de le faire. Il faut trouver la meilleure manière, en fait. C'est notre job. Et ensuite, gérer l'imprévu, c'est aussi le métier. Gérer une émotion très forte de quelqu'un en cérémonie. Voilà, je sais pas, j'ai le souvenir d'une personne à un moment qui s'est pas sentie bien, qui était très proche du défunt. Ben là, on attend, on accompagne. Mais t'es pas formé à tout ça, on est formé à... Enfin, je veux dire, la mort, elle est toujours imprévue, donc et on est dans l'urgence. On est autant des professionnels de l'urgence que des professionnels de l'empathie. Okay. Et ça, c'est très stimulant intellectuellement et pour les équipes et pour notre façon de bosser. C'est que on a une organisation militaire, on a des astreintes la nuit. Il y a des gens qui nous appellent la nuit parce que quelqu'un est mort à domicile et qu'il faut en prendre soin parce que on peut pas attendre le matin. Bien sûr. Nous, on fait ça tous les jours de l'année. Alors parfois, les gens me demandent alors comment tu fais en août. Je suis là, août, c'est pas un sujet. On est là tout le temps, genre tous les jours. Donc on est déjà structuré, plan A, plan B. Donc ça, c'est notre façon d'être et de bosser au service justement de l'écoute, de l'empathie. En fait, tu peux être empathique que si tout est géré. Tu peux être dans l'écoute que si tout est géré, quand tu es dans l'urgence. Si ton cerveau est à l'instant présent. Ouais, ok. Donc, on a d'ailleurs fait de la tech pour notre logiciel de gestion. Tout est géré par le logiciel de gestion. Parce que si je reçois une famille dans cette maison et que je veux l'écouter, je ne peux pas être stressée par est-ce que j'ai fait signer un document réglementaire légal. Sinon, je pense à ça, c'est légal. Donc, il faut que ce soit résolu pour que je puisse être à l'écoute. Donc, c'est à la fois une organisation. Franchement, on est des pros. On est comme à l'armée. On gère tout le temps au service de l'empathie et de l'imprévu d'une émotion. Ouais. Ok. Il nous reste 5 minutes, 10 minutes. J'essaie de gratter. Bon, on va faire très rapide. J'ai reçu ton conjoint qui me rappelle toutes les semaines qu'il faut que j'aille faire de la boxe. Salut Cyril. Oui, j'aimerais te poser cette... de la boxe. Qu'est-ce qu'il y a? La boxe, c'est important dans mais la oui, vie. c'est important. Et puis, non, en fait, la question que je vais te poser, il y a deux choses. Déjà, est-ce qu'il est important en termes de soutien émotionnel quand tu passes une journée lourde émotionnellement? Et la deuxième, mais qui est difficile, c'est que j'ai l'impression que tu incarnes deux choses. Tu incarnes l'entrepreneuriat et c'est cette question à la base que je veux te poser ou comment vous vous entraidez. Et il y a une autre question pour moi où juste avant t'en parlais, j'allais dire mais en fait t'as un métier médical presque. Tu vois, tu parlais des EHPAD, tu parlais de toutes les personnes qui sont autour des patients. Ouais, ça c'est... Heureusement que t'es pas toute seule. C'est deux choses différentes. Je pense que quand on est dans le soin, les conjoints, les conjointes, la famille, les proches, ils sont dans l'aventure avec nous, c'est sûr. Parce qu'on a besoin de déposer, on a besoin qu'ils aient aussi la capacité émotionnelle à écouter nos histoires. Donc, ça leur demande aussi de la résilience, ça leur demande aussi de l'empathie. Et franchement, je rends hommage là à tous ces plus-uns des soignants qui, quand on rentre, acceptent qu'on dépose chez nous ces histoires. C'est important de faire circuler et bien sûr, c'est important de le faire circuler avec ceux qu'on aime. Donc, Cyril, qui est mon conjoint, il joue ce rôle-là, comme je pense tous les conjoints et les conjointes aussi des membres de l'équipe d'In Memory et de tous les médecins et de tous ceux qui sont en unité de soins palliatifs, par exemple. Et puis après, il y a un couple d'entrepreneurs qu'on forme. Et ça, c'est, tu as raison, une autre dimension. Vous arriviez à, j'allais dire, sectionner les deux? Non, pas du tout. Et ça nous va très bien parce qu'en fait, on est passionné par nos travails, admiratif de ce que fait l'autre. On souhaite son succès. Donc, c'est une zone de partage hyper fluide. Donc, Cyril, il a créé les temples de boxe, les clubs de boxe, le temple. Club de boxe chic. Ouais, exactement. Des clubs de boxe haut de gamme avec 40% de femmes. Et bravo à lui pour ça. Donc, et des saunas. Il a 5 clubs à Paris et donc, effectivement, on en parle tous les jours de nos enjeux, de comment est-ce qu'on peut mieux faire, comment est-ce qu'on peut avoir des nouvelles idées.
Puis vous êtes dans le Et business de l'humain, vous deux, au final. on est tous les deux Lui, dans c'est du l'humain et je networking pense beaucoup. aussi dans une forme de résilience, c'est-à-dire qu'on est deux, je pense, tu vois, enfin, j'y pense en te parlant, mais il y a des a priori sur la boxe et il y a des a priori sur la mort. Donc on est tous les deux en train de changer le regard sur la pratique de la boxe. Ça, c'est vraiment ce que le Temple a réussi parce qu'il l'a rendu accessible et c'est plus le club associatif, on a peur de se faire taper dessus. C'est en fait Bien sûr. hyper accompagné, sur sac, euh, Que des cours. beaucoup des cours. Et donc, limité. du coup, il a créé ça. Et souvent, les boxeurs, ses profs, c'est des grands boxeurs qui ont eu aussi des vies chahutées parfois. La boxe, ça permet, tu vois, de canaliser ça, d'aller au-delà. Donc, il a aussi un écosystème que j'aime bien, qui est rugueux et au service d'un bien-être. Et puis, nous, bien sûr, on accompagne le deuil, c'est hyper intime et c'est résilient. Donc, on est tous les deux aussi sur des métiers qu'on a transformés. Lui, j'imagine que les choses sont un peu moins lourdes émotionnellement. J'aimerais comprendre très rapidement. Est-ce que tu culpabilises de venir avec des émotions qui peuvent être lourdes et malgré que ton plus 1 accepte que tu les déverses, on reste tous humains? Grâce à Cyril, je culpabilise pas parce que je sais que, il assure et que il est capable de tout entendre et de tout accompagner. Ok. Donc j'ai la chance de jamais ressentir ça et de toujours me sentir, comment dire, je me sens toujours autorisée à raconter ce que j'ai sur le cœur et franchement Ok. c'est hyper Donc fluide. c'est une safe place. C'est une safe space alors que oui, parfois on est chargé. Franchement, non, j'ai cette chance, ouais. Magnifique. Bon, dédicace, grand Cyril. On va arrêter de te faire de la pub là comme ça. On arrive vraiment à la fin, promis Anna. Cette dernière question, je suis obligé de te la poser. J'aimerais qu'on en discute. Est-ce que tu as peur de la mort? Oui, j'ai peur surtout de plus voir ce que j'aime. Se rapprocher de la mort, ça ne permet pas de la comprendre. Il me semble, en tout cas, moi, ça reste un immense mystère. T'as peur d'être ton propre client demain? J'ai pas peur de ma propre mort. J'ai peur de plus voir ce que j'aime et j'ai peur de la mort de ce que j'aime. Est-ce que tu as peur du deuil de ce que t'aimes, de devoir le faire alors que t'accompagnes au quotidien plein de personnes qui le font? En tout cas, je sais maintenant intimement que c'est un chemin très difficile et très solitaire. Donc, j'en ai pas plus peur qu'avant, mais je sais intimement plus qu'avant que oui, c'est un chemin difficile, donc c'est quelque chose que je crains pour tous ceux que j'aime, c'est sûr. Mais tu l'acceptes, la mort? Je l'accepte, oui. Ça me paraît toujours incompréhensible. Vous savez, tu sais, cet instant où la vie est plus là. Enfin, avant, elle était là, et puis après, elle était là. Il y a toujours cette seconde du passage qui est quand même un immense mystère. Bien sûr. Et quand tu fais ça tous les jours, tu es autant dans le doute ou encore plus dans le doute. Enfin, tu vois, c'est voilà, pourquoi à ce moment-là, pourquoi à cet instant-là. Mais en fait, on est en humilité, nous, on est des passeurs. C'est-à-dire que moi, je reste à ma place. Oui, mais tu ça restes reste aussi un immense humain, mystère. enfin, humaine, genre. Mais du coup, je me concentre sur comment je peux aider. Ok. Et qui a un réflexe de soignant. En fait, la souffrance, parfois, elle est tellement injuste. Tellement injuste. Mais bon, soit on tape contre les murs, soit on aide la personne qui souffre. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Magnifique, un grand merci. Moi, je vais terminer avec ça. Et c'est une phrase qui a résonné là il y a 2-3 jours que je l'ai entendue il y a 6 mois quand j'ai enregistré avec une une ancienne judokate, pardon. Excuse-moi, Asma. Donc Asma Nyang, elle a dit on a plusieurs vies, mais on n'a qu'une seule mort. Mm-hmm. Et ouais, je sais pas si tu veux rebondir dessus et c'est terminé, promis, mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté de me dire à partir du moment où tu es conscient de la mort, alors tu vis. Mm-hmm. Alors tu es conscient, en fait, si tu n'es pas conscient de la mort, alors tu n'es pas conscient de la chance que tu as de vivre aussi. Quoi. Si, bien sûr. En fait, je trouve que la vie sans la mort, elle est aussi impensable. Enfin, La théorie des contraires. Ok. Du coup, quelle serait la valeur de tes choix s'il y a 1000 ans devant toi? Enfin, tout est lié, quoi. C'est vraiment imbriqué.
Bon, j'espère vraiment, chers amis I et IES, bref, que vous avez apprécié ce podcast. Pour moi, il est humain, il est personnel et je suis très content. Merci Clémentine de t'être Merci pour tes confiée. questions, merci pour ce bon échange. Ça a été moins business, plus perso, même s'il y a évidemment du business en filigrane, mais je le dis souvent, même si on est des entrepreneurs, on est des humains avant tout. Ouais. Et je pense que si on n'avance Et pas en tant passionné, qu'humain ouais. et passionné, ça je le dis souvent, la passion est importante. Un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous doutez dans votre quotidien d'entrepreneur ou perso, mettez-vous en action, comme on l'a vu, et il y a de bonnes choses qui vont arriver. Un grand merci à toi, Clémentine. Merci à Anna de nous avoir timé. Désolé pour les 2-3 minutes de retard. Et je range très vite mon matos. Merci. À très vite. Ciao. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.